Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui va porter à nouveau sur la compétence de synthèse telle qu'elle est abordée et évaluée dans le CESS de français de fin d'année en réto. Alors j'ai déjà réalisé une série de 3 vidéos sur la synthèse, elles sont sur la chaîne et je vous invite vraiment à les consulter parce que dans cette vidéo-ci je ne vais pas passer du temps à réexpliquer le fonctionnement d'une synthèse, les consignes, les grilles d'évaluation, etc. Ça serait complètement redondant. L'objectif de cette vidéo, ça sera simplement de revenir sur l'épreuve de synthèse du CESS de 2024 et de réaliser cette épreuve pour fournir un corrigé. De façon à ce que, d'une part, ceux qui ont passé cet examen à cette époque-là puissent avoir une idée de ce qui était attendu, mais surtout pour que ceux qui se préparent à passer le CESS en 2025 puissent avoir une idée en fait de à quoi ressemblait l'épreuve de 2024 et comment est-ce qu'on est censé s'y prendre pour réaliser cette synthèse. Donc ça donne un bon exemple d'à quoi s'attendre. Alors, on va directement plonger dedans, hein. Donc voici le PDF qui est donc disponible en ligne, hein, du CESS 2024 et on va directement plonger dans la consigne. Tout ça correspond à la consigne telle qu'elle est décortiquée dans mes autres vidéos. Donc le portefeuille de documents présente diverses réflexions sur la désobéissance civile. Théorisée au XIXe siècle, celle-ci est cependant utilisée depuis l'Antiquité comme un moyen pour défendre des causes et idées. Alors je vais m'arrêter là. Souvent dans les CESS, vous allez être confronté à une notion euh, sociale, philosophique, donc une notion un peu complexe. Ça peut être l'antispécisme, la désobéissance civile, ça peut être voilà, différentes choses. Et l'objectif, ça va être effectivement d'arriver à comprendre ce que c'est, parce que tout le monde ne sait pas forcément ce que c'est que la désobéissance civile. Et donc on a des éléments d'information. Ici, qu'est-ce qu'on note? On note le fait que la théorisation du phénomène date du 19e siècle, mais qu'en fait ça désigne quelque chose qui se pratique depuis très longtemps. À partir des documents, vous rédigerez un texte synthétique, hein, donc une synthèse qui répond aux 3 questions suivantes. Alors, la spécificité justement du CESS de 2024, c'est que c'était la première fois qu'on avait non pas une problématique, mais 3 problématiques. Et donc, dans mes vidéos explicatives, je présentais une méthode qui permettait de faire émerger un classement des informations en comparant un petit peu, en essayant de faire émerger des sous-catégories dans l'information. Ici, ça ne va pas être nécessaire, parce qu'en fait, c'est plus facile quand on a 3 problématiques d'emblée, parce qu'alors on peut faire ceci. On peut directement classifier l'information par document et par problématique. Et donc en fait le classement de l'information se fait immédiatement. Et la structure de la synthèse se fait autour de ces 3 questions. Et donc on va faire une structure très simple, un paragraphe par question. Qu'est-ce qui amène des citoyens et des citoyennes à recourir à la désobéissance civile? Donc en gros, quels sont les états de fait, quelles sont les situations dans lesquelles quelqu'un peut être amené à pratiquer cette désobéissance civile, quels objectifs poursuivent-elles et ils, donc qu'est-ce qu'on cherche à faire quand on pratique la désobéissance civile. Alors ces 2 questions se ressemblent un peu, mais on va vraiment essayer de les distinguer. Et quels sont les inconvénients de ce type d'action? Ça c'est assez facile à comprendre, à quoi est-ce qu'on s'expose, qu'est-ce qui risque de se passer de négatif lorsqu'on fait de la désobéissance civile. Vous répondrez à ces questions sous la forme d'un texte synthétique destiné à un lecteur qui n'a pas lu les documents. Ça, on rappelle, c'est le critère d'explicite. Il faut expliquer, il ne faut pas faire référence aux informations en pensant que le lecteur sait de quoi on parle. Il faut vraiment avoir une synthèse qui se suffit à elle-même. Votre texte devra compter entre 350 et 450 mots, vous en indiquerez le nombre à la page 3. Vous disposez de 200 minutes pour réaliser ce travail, vous pouvez consulter dictionnaire et grammaire et utiliser des feuilles de brouillon. Prenez connaissance de la grille d'évaluation, afin, etc. Rappel, ça c'est des choses qu'on a dit dans l'autre vidéo. La sélection complète des informations pertinentes aux questions à partir de tous les documents, ça c'est important. La reformulation fidèle et concise d'informations, le mot de reformulation est hyper important, hein, c'est la question du plagiat, pas de copier-coller. La mise en réseau des informations sélectionnées, c'est pour ça qu'on fait un tableau comparatif. Il ne faut pas faire les documents les uns après les autres, mais il faut arriver à mélanger toute cette information pour créer un dialogue entre les documents. L'absence de prise de position personnelle, évidemment. Alors sur un sujet citoyen comme celui-ci, effectivement, votre opinion sur la désobéissance civile ne doit pas transparaître dans votre synthèse. Euh, alors, sur la question de la neutralité, je sais que certains professeurs considèrent que la neutralité, c'est notamment le fait de ne pas employer le mot je ou nous dans la synthèse. Alors moi, je
j'emploie très volontiers dans l'introduction, puisque je considère que dans une introduction, on doit expliciter la visée de la synthèse, dire dans cette synthèse, je vais répondre aux questions suivantes, etc. Je sais qu'il y en a que ça dérange, donc ça, connaissez votre prof et connaissez ses attentes. La prise en compte du lecteur de la synthèse qui n'a pas eu accès au document, ça c'est exactement la même chose que ça. La référence aux sources, la même chose, précision. Moi, ce que j'attends de mes élèves, parce que je considère que c'est plus efficace et ça permet d'être plus complet dans les informations, ça fait perdre moins de place, c'est de préciser les sources dans l'introduction. Certains professeurs demandent que les références aux sources soient faites après chaque information et qu'on dise « Ah, Anne Chemin dit ça », etc. Moi, je considère que quand on fait ça, on n'a pas la place d'être réellement complet et suffisamment explicite avec les 350 à 450 mots. Donc, c'est pas ça que je demande et c'est pas ça que je vais faire. Mais à nouveau, connaissez votre professeur et le respect de la longueur imposée 350 à 450 mots. Ok. Bah du coup, je vais pas expliquer plus que ça la consigne parce que tout ça se trouve déjà dans mes vidéos. Donc on va attaquer les documents. Donc ici on a 4 documents qui sont ceux-ci. C'est parti. La désobéissance civile, des règles pour s'affranchir des lois. De l'opposition à l'esclavagisme au XIXe siècle à la lutte contre le saccage de la planète aujourd'hui, la désobéissance civile a fréquemment été brandie par des activistes. Mais le concept répond à des critères précis. Histoire d'une notion. Jet de soupe sur un tableau de Van Gogh, blocage d'autoroute, extinction d'enseignes lumineuses la nuit. Au nom de la lutte contre le dérèglement climatique, de plus en plus de militants écologistes commettent des actes de désobéissance civile. En enfreignant délibérément la loi afin d'éveiller les consciences de leurs citoyens, ils marchent dans les pas des faucheurs involontaires qui arrachent les plantations d'OGM en plein champ, des déboulonneurs qui maculent de peinture les panneaux publicitaires, mais aussi de prédécesseurs plus lointains et plus illustres, comme le philosophe Henry David Thoreau, le Mahatma Gandhi ou le pasteur américain Martin Luther King. Alors ça, c'est déjà un élément qu'on peut noter. C'est-à-dire le fait de dire en fait la désobéissance civile, elle s'inscrit dans une histoire de militantisme, et la référence à des militants illustres, c'est déjà une information. Document 1, qu'est-ce qui amène des citoyens à avoir recours à la désobéissance civile ? En fait, c'est une méthode qui a historiquement fait ses preuves dans le militantisme. Donc le fait que cette méthode était déjà pratiquée par ces différentes personnes, ces différents militants historiques, c'est déjà un argument qui dit que en fait, bah oui, c'est une méthode qui marche et donc ça peut conduire et motiver au fait de l'utiliser. La notion de désobéissance civile apparaît pour la première fois en 1866 dans le titre d'un opuscule de Thoreau, publié quelques années après sa mort. Arrêté en 1846 pour avoir refusé pendant 6 ans de payer ses impôts à l'État du Massachusetts en raison de ses liens avec les États esclavagistes du sud des États-Unis, le philosophe américain se justifie en affirmant que ce paiement le rendrait complice d'une politique qu'il condamne. Cette expérience lui inspire une théorie de la désobéissance civile. Pour Henry David Thoreau, comme pour son ami le philosophe Ralph Waldo Emerson, l'unique guide du citoyen doit être sa conscience. En servant aveuglément un État injuste, il se transformerait en automate. Deuxième élément d'information qu'on a, toujours pour cette première question, qu'est-ce qui amène un citoyen à avoir recours à la désobéissance civile ? L'État, l'action de l'État est perçue comme injuste et contraire à la morale ou aux valeurs de l'individu. Si Gandhi souscrit comme Thoreau à l'idée que le citoyen a le devoir de se rebeller contre les lois injustes, la désobéissance civile qu'il prône présente deux différences notoires, avec celle de l'écrivain américain, souligne le philosophe Manuel Cervera Marçal. Elle doit être collective, voire massive, et se fonder sur l'ahimsa, la non-violence, précise l'auteur de Nouveaux désobéissants, citoyens ou hors la loi. Avec Thoreau, la désobéissance civile était un acte individuel garantissant l'intégrité morale du citoyen. Avec le Mahatma Gandhi, elle se transforme en une mobilisation collective. Alors tout ce paragraphe-là, qui précise le fait que selon certains c'est une action individuelle, selon d'autres c'est une action collective, en fait on peut se pencher sur la problématique. Est-ce que ça répond à la question qu'est-ce qui amène des citoyens à avoir recours à la désobéissance civile ? Pas du tout.
Quels objectifs poursuivent-elles? Alors, ici, j'hésite un peu à mettre, je me demande si c'est redondant avec ça, mais simplement préserver l'intégrité morale euh, de l'individu, préserver son intégrité morale. Qui est un peu redondant avec ça, mais bon, c'est pas tout à fait la même chose. Quels sont les inconvénients de ce type d'action? En fait, l'information selon laquelle, pour certains, c'est un acte individuel, pour certains, c'est un acte collectif, n'est pas pertinente. En revanche, on trouve ici, destiné à changer le monde, là oui, là on a une vraie information. Donc euh, qu'est-ce que les militants cherchent à faire en pratiquant la désobéissance civile? Changer le monde, avoir un impact sur la société, amener un changement. Donc ça c'est important. Ce registre éminemment politique séduit, à la fin des années 1950, Martin Luther King. Pour le pasteur afro-américain, la philosophie de Gandhi est la seule méthode moralement et concrètement valable pour les peuples opprimés. En refusant la ségrégation raciale, écrit-il, les militants des droits civiques des années 1960 étalent au grand jour cette réalité qui doit être ouverte et exposée dans toute sa laideur purulente aux remèdes naturels que sont l'air et la lumière. La désobéissance civile devient à partir de cette époque un élément central du répertoire d'action des mouvements sociaux contemporains, soulignent Graeme Hayes et Sylvie Olitro dans La désobéissance civile. Alors là, c'est intéressant que l'objectif, c'est pas tellement d'amener un changement, mais de dénoncer les... étaler au grand jour cette réalité, c'est ça, donc c'est dénoncer les injustices. Ok. Dans une démocratie, ce mode d'action reste cependant complexe à penser. Pourquoi défendre ses convictions en commettant une infraction alors que la démocratie propose de moyens légaux tels que la grève, la pétition, la manifestation et le vote? Accorder à chacun la liberté d'apprécier l'injustice ou non des textes, de loi, ne risque-t-il pas de mettre en péril les institutions? À quelles conditions les citoyens peuvent-ils s'autoriser à enfreindre des lois adoptées par des parlementaires élus au suffrage universel? De John Rawls à Hannah Arendt, en passant par Hugo Bedo ou Jürgen Habermas, de nombreux philosophes se sont penchés sur ces interrogations. Alors ici, c'est très très dense, et en fait, on a beaucoup de réponses qui correspondent au point 3. Donc, pourquoi défendre ses convictions en commettant une infraction alors que la démocratie propose de nombreux moyens légaux tels que la grève, la pétition, les manifestations et le vote? Donc on a le fait qu'il existe des actions militantes légales. On ne met pas les exemples, grève, manifestation, tout ça. On rappelle que les exemples ne conviennent pas dans une synthèse. Mettre en péril les institutions et enfreindre des lois adoptées par des parlementaires élus au suffrage universel. Donc, en gros, c'est désobéir à des lois votées démocratiquement, met en danger la démocratie, ou conteste la démocratie. Ça, c'est l'idée qui est défendue. Ok. Si leur analyse diffère, tous ou presque, estiment que pour appartenir au registre de la désobéissance civile, un acte illégal doit remplir 3 conditions. À nouveau, la qualification de ce que c'est que la désobéissance civile et quels sont les critères, etc., ne correspond ni à la question de qu'est-ce qui amène, ni à quels sont les objectifs, ni à quels sont les risques. Respecter le principe de non-violence, être public et collectif et invoquer une cause d'intérêt général. Les militants d'Extinction Rebellion ou de Greenpeace, qui enfreignent les règles de la libre circulation en bloquant un carrefour ou la loi sur la propriété privée en occupant un chantier, se conforment le plus souvent à ces préceptes. Ils ne commettent pas de violence, ils agissent ensemble et à visage découvert, et ils défendent une cause qui concerne l'humanité tout entière, la sauvegarde de la planète. Alors, ça, on peut quand même essayer d'induire, on ne va pas parler de défendre la planète parce que ça serait un exemple. En revanche, défendre une cause d'intérêt général, c'est un objectif. Défendre une cause d'intérêt général, c'est un réel objectif. Leurs actions risquent-elles, malgré ces précautions, de susciter la réaction de rejet? Ces dernières années, les militants du climat qui bloquaient les routes étaient très vigilants sur la question de la non-violence afin d'emporter l'adhésion du plus grand nombre, constate la sociologue Sylvie Olitro.
En s'en prenant aux œuvres d'art exposées dans les musées, les militants de Just Stop Oil ont changé la grammaire de la mobilisation. Ce geste de détérioration, aussi symbolique soit-il, a recueilli un grand écho médiatique, mais il a aussi créé des fractures au sein du mouvement écologiste et il a pu au-delà surprendre l'opinion publique. Alors, créer un écho médiatique, ça c'est intéressant, c'est un objectif. Donc, dénoncer les injustices et on pourrait rajouter et sensibiliser les masses, sensibiliser les foules, en gros faire parler de la cause qu'on défend. Par contre ici il y a deux inconvénients qui sont mentionnés. Il y a susciter des réactions de rejet, ok, donc provoquer du rejet de la part de la population, et il y a créer des fractures au sein du mouvement écologiste. Ça, c'est pas la même chose. Donc on a le fait que la population peut rejeter les actions, mais on a même le fait qu'au sein d'un mouvement, les militants peuvent eux-mêmes ne pas être d'accord sur la désobéissance civile. Et donc ici on dit par exemple diviser au sein même du mouvement. C'est un risque. Et c'est la fin du document. Et donc vous voyez qu'en fait on a déjà fait le tri thématique d'information qui est l'objectif du tableau comparatif, qui dans mes vidéos explicatives précédentes venait après la lecture des documents. Ici c'est déjà fait parce que comme on connaît les thématiques qui catégorisent l'information, on les connaît a priori, et ben on peut déjà classer et donc en fait on a un travail qui est très efficace. Deuxième document. Dans une tribune au Monde, les politistes Florent Fauché et Lucien Tabouret estiment que les gestes des deux militants écologistes à l'encontre du tableau de la National Gallery de Londres est moins le signe d'une radicalisation du mouvement écologiste qu'une forme de renouvellement du militantisme britannique. Le 14 octobre, deux jeunes activistes ont projeté le contenu d'une boîte de soupe sur le tableau Tournesol de Vincent Van Gogh, exposé à la National Gallery de Londres. Afin de se coller littéralement au mur, la performance incluait l'interrogation suivante: qu'est-ce qui a la plus grande valeur, l'art ou la vie? Faut-il voir dans ce mode d'action un tournant et une radicalisation de l'activisme des jeunes écologistes? Ou faut-il, pour comprendre ce geste, le replacer dans le contexte politique et historique britannique? Alors, ça c'est un paragraphe d'introduction qui précise, qui entre en matière avec une anecdote et qui pose des questions. Alors, ni les questions ni l'anecdote ne nous intéressent pour la synthèse, ce qui va nous intéresser, c'est les réponses à ces questions. L'objectif était de provoquer la réflexion sur les contradictions internes de la société contemporaine en imposant dans l'agenda médiatique deux sujets, la crise du pouvoir d'achat et la destruction environnementale, évincés par les déboires du gouvernement Truss et de la crise à Westminster. En se servant d'une conserve de soupe et en portant un t-shirt au nom de leur mouvement Just Stop Oil, arrêter le pétrole tout simplement, les deux activistes ont établi le lien entre la crise de l'énergie, l'inflation et la transition énergétique. La crise du coût de la vie fait partie de la crise du pétrole. Le carburant est inaccessible à des millions de familles gelées et affamées qui ne peuvent même plus se permettre de réchauffer une boîte de soupe. Alors, ici, on a quand même une idée qui est: l'objectif était de provoquer la réflexion sur les contradictions internes de la société contemporaine. Donc, on peut dire dénoncer les contradictions de la société, ou les incohérences de la société. Cette intervention dans les débats est d'autant plus percutante que le Royaume-Uni est le pays européen le plus touché par l'inflation et que l'action fait suite à une série de décisions du gouvernement britannique fortement critiquées par les associations écologistes. Arrêt du moratoire sur la fracturation hydraulique, à savoir c'est une technique d'extraction de pétrole, même si ça n'a pas beaucoup d'importance puisque c'est un exemple très spécifique et que les exemples ne nous intéressent pas. Relance du gaz de schiste, autorisation de projets d'extraction pétrolière en mer du Nord. Ce message politique, néanmoins, n'était pas facile à décrypter par les publics internationaux privés de l'exégèse fournie par les activistes. L'exégèse, on nous dit, commentaires, explications. Donc le public n'avait pas accès aux explications des activistes, il voyait juste l'action, et l'action était difficile à comprendre. Le message n'était pas clair. Donc, si le message manque de clarté, le public peut rejeter. Ce qui est très similaire à ça. Alors,
Le débat s'est donc porté sur la dangereuse radicalisation du mouvement pour le climat. Pourtant, de telles actions visant à choquer et interpeller directement les responsables s'inscrivent dans l'histoire politique britannique. Alors ça, choquer et interpeller les responsables politiques. Donc, prendre à partie les responsables politiques. Confrontés au refus des autorités de prendre en compte leurs demandes et à des périodes de renforcement des moyens répressifs policiers, les mouvements sociaux ont eu recours de façon récurrente à l'action directe. On pense bien sûr aux suffragettes, qui excluent de la vie publique et sans réponse des hommes politiques, se sont tournés vers un mode opératoire plus offensif, dégradation d'œuvres d'art, destruction de fenêtres, mise à feu de bâtiments publics. De telles actions ont choqué, mais elles ont imposé dans l'agenda le droit de vote des femmes, qui a été obtenu pour les plus de 30 ans en 1918. Alors ça, on a quelque chose d'intéressant, c'est toute cette idée de la désobéissance civile provient du fait que les hommes politiques ne répondent pas aux modes d'action plus conventionnels, on va dire. Donc ici, absence de réponse des dirigeants politiques. Et on peut dire imposer. Il y a des répétitions qu'on va éliminer plus tard. L'action des deux activistes à l'encontre des tournesols s'inscrit donc dans une tradition de militantisme habituée à l'utilisation de symboles. Pour autant, la campagne Just Stop Oil ne répète pas simplement le passé dans sa confrontation avec des gouvernements conservateurs régressifs sur le plan environnemental, elle prolonge l'action de mouvements récents qui ont su s'étendre au-delà du Royaume-Uni, comme Extinction Rebellion, créée en 2018 par des militants de Stroud, petite ville anglaise écologiste dans le milieu des années 1980. Après une vague d'action à Londres, ces avatars avaient l'année suivante occupé le centre-ville de plusieurs capitales européennes. De la même façon, les activistes de Just Stop Oil appartiennent à un mouvement qui, depuis le printemps, a bloqué le périphérique, le Tour de France ou interrompu un match de Roland-Garros. Beaucoup d'exemples. On a toujours cette idée que ça s'inscrit dans une tradition militante, qu'on peut noter ici, même si c'est la même chose que ça. Hop. Je vérifie juste que ça enregistre bien. Oui. Alors, à la différence des manifestations de masse d'Extinction Rebellion, Just Stop Oil privilégie des actions médiatiques et se contente de mobiliser un petit nombre. De plus, l'association formule une demande claire, l'arrêt immédiat du pétrole, à un interlocuteur déterminé, le gouvernement, alors que Extinction Rebellion se concentrait sur une dénonciation générale de l'inaction climatique. En ciblant des œuvres d'art, les deux activistes ont également fait évoluer leur public. Ces dernières années, plusieurs actions de désobéissance civile ont pris pour cible les axes routiers à Londres et dans sa banlieue, suscitant la critique d'automobilistes contraints de se déplacer pour leur travail, rendant peu audible le discours sur la nécessité d'interrompre le cours ordinaire des choses. En s'attaquant à l'une des toiles les plus célèbres de Vincent Van Gogh et l'une des plus chères au monde, les activistes ont ciblé un public différent, celui qui fréquente les musées et voit dans son appréciation de la culture une marque de distinction, un public souvent aisé, urbain, que les sondages montrent préoccupé par la crise environnementale, mais dont les modes de vie dépendent de l'abondance de la société de consommation, un public qui valorise l'art d'un point de vue esthétique autant que marchand. Alors ici, le fait de savoir qui est visé, est-ce que c'est des habitants de banlieue ou des habitants de quartiers plus gentrifiés, ça répond pas à nos questions. Ce n'est donc pas une surprise d'avoir vu ressurgir aux États-Unis ce type d'action spectaculaire. Leur médiatisation, démultipliée à l'heure des réseaux sociaux, leur confère un écho international. Oui, donc faire porter la parole de la cause, ça on l'a déjà dit. En s'attaquant à des symboles de la haute culture, les activistes ont choqué, stimulé des discussions et critiques, on a déjà dit, et donc replacé la question climatique et de justice sociale au centre du débat politique. On l'a déjà noté ici. Imposer un sujet dans le débat public, on va renoter, même si on l'éliminera après parce que c'est répétitif, le fait que, suscitant la critique d'automobilistes, donc rend le message inaudible pour une partie de la population. Ok, il y a un peu moins d'éléments dans ce document-ci, mais c'est surtout ça. Et ça, je pense, qui était nouveau. Ok, document 3. En décembre 2021, une série d'institutions culturelles, théâtre, cinéma, salles de concert, avait annoncé qu'elle resterait ouverte malgré l'interdiction décidée par le gouvernement fédéral au nom des mesures sanitaires liées à la pandémie de Covid.
Le texte ci-dessous est la retranscription d'une interview radiophonique réalisée par Sophie Brems dans le cadre de cette actualité. Le fond de la désobéissance civique, c'est de rappeler l'esprit des lois. Donc civil, civique, pas la même chose, mais la distinction est assez faible. Estime Françoise Tulkens, magistrate belge, ancienne juge à la Cour européenne des droits de l'homme. Règne-t-il une atmosphère de désobéissance civile en Belgique ? Je préfère dire désobéissance civique. On emploie souvent désobéissance civile, mais c'est plutôt civique. Et maintenant, on dit la désobéissance culturelle. C'est une question qui existe aux États-Unis depuis des années. Et il faut remonter dans l'histoire avec Antigone, Gandhi. Alors Antigone, c'est le sujet du document 4, qui a beaucoup posé problème aux élèves de manière générale l'année passée, qui sont des exemples. Donc ici, on a de nouveau l'idée que la désobéissance civile, c'est quelque chose de vieux. Ici, il y a carrément une référence à l'Antiquité. La désobéissance civique, c'est lorsque tout a été tenté. Ok. Tous les moyens d'action ont été essayés. C'est pour ça que je trouve important que la Ligue des droits humains fasse un recours en justice pour que des tribunaux puissent se pencher là-dessus. Lorsque tout est essayé, lorsque tout a été tenté, il s'agit de réagir aux excès du pouvoir, fût-il démocratique. Et c'est exactement là où on se trouve. Donc, le pouvoir se comporte de façon injuste. Information qu'on trouvait déjà ici. La désobéissance civique, c'est lorsqu'on examine vraiment, à la fois philosophiquement et juridiquement, d'une certaine manière, c'est stimuler le débat démocratique. Alors, stimuler le débat démocratique, on l'a déjà ici, c'est encourager le débat démocratique. Une norme va être transgressée pour en réaffirmer le fondement. Ça, c'est hyper intéressant. C'est ça le cœur de la désobéissance civique. Elle est pacifique, elle doit être pacifique, c'est absolument certain. C'est vraiment la voie ultime du recours. À un moment donné, c'est la seule alternative. Et ce n'est pas du tout contre la démocratie parce qu'on le présente un peu comme ça, mais non. Hannah Arendt a dit des choses tellement belles sur la justice qu'il faut souvent s'y repencher. Elle dit, au fond, juridiquement, oui, on peut l'expliquer, mais le fond de la désobéissance civique, c'est de rappeler l'esprit des lois. Et l'esprit des lois, c'est à la fois nos lois en Belgique, mais aussi les droits humains, ceux de la Convention des droits de l'homme auxquels on a adhéré. Et maintenant, ce qui est demandé dans la désobéissance civique, c'est d'être fidèle à l'esprit des lois. Et c'est vraiment ça. Donc là, une information un peu complexe, mais qui est très intéressante, qui est le fait de dire que la désobéissance civile vise à rappeler l'esprit des lois, réaffirmer leur fondement. Donc c'est l'idée que quand l'État a perdu de vue ce que les lois voulaient vraiment faire, la raison pour laquelle les lois avaient été adoptées dans un premier temps, et que du coup la loi est dévoyée d'une certaine façon, qu'en fait la loi ne fait plus ce qu'elle était censée faire, et bien en fait désobéir à la loi permet au final de respecter l'intention qu'il y avait initialement derrière cette loi. C'est un peu ça l'idée. Ok. Alors ici, il n'y a absolument rien sur les inconvénients possibles de la désobéissance civile. Ce document est très court, hein, et donc on passe au 4e, qui est plus technique. Parce que c'est un document plus littéraire, on va dire, un peu philosophique, et donc il faut s'accrocher. Impossible de ne pas parler d'Antigone, de ne pas faire surgir ici l'icône culturelle de la révolte, le symbole de la contestation intempestive, l'égérie rebelle. Ce personnage qui pour nous représente la désobéissance fière, publique, insolente. Antigone, on l'a souvent dit, écrit, répété, l'histoire d'Antigone est une pure création de théâtre. Les textes mythologiques évoquent la jeune femme, mais sommairement, comme la fille d'Édipe, sans donner plus de précision. C'est Échille, les 7 contre Thèbes, Euripide et Sophocle, qui surtout lui donneront de la consistance. C'est par eux qu'elle est devenue pour nous l'héroïne de la désobéissance. On n'apprend actuellement rien sur la désobéissance civile, on nous raconte l'histoire d'Antigone. Sophocle, et on va nous raconter l'histoire d'Antigone pendant très longtemps, et c'est ça qui posait un peu problème, c'est qu'en fait toute cette narration ne contient aucun élément, ou presque. Et donc il va falloir arriver à trouver dans toute cette narration les éléments qu'on peut extrapoler et faire porter sur la désobéissance civile de manière générale. Sophocle écrit son Antigone en -441, 10 ans avant Édipe roi. La tragédie du père succède dans le temps de l'écriture à celle de la fille.
Il fixe dans cette œuvre une identité, la jeune fille vierge, amoureuse, intransigeante, fiancée à Aimon, fils de Créon. Et surtout, Sophocle cristallise l'intrigue. Après que, sous les murs de Thèbes, ses deux frères, Éthéocle et Polynice, se sont entretués, Antigone brave l'interdiction du nouveau roi fraîchement promu. Créon, son oncle, régnant sur la ville depuis la mort des frères, a interdit qu'on donne sépulture à Polynice, désigné comme le traître, le renégat, le fauteur de troubles. C'est lui qui a assiégé la ville, dirigée par son frère. On réservera au premier, Éthéocle, des funérailles somptuaires nationales. Mais il faut reprendre ici la scène de la désobéissance, juste assez pour la désarticuler un peu. Créon commence par demander à Antigone si elle savait, si elle connaissait l'interdit. Alors, en gros, oui. Il faut un peu raconter, donc, ce qu'on nous explique, c'est que Antigone, nièce du roi de Thèbes, le roi Créon, euh, son frère a commis un acte de rébellion et a été tué, et on a interdit le fait de l'enterrer parce que c'était un traître, un renégat, et Antigone va quand même aller enterrer son frère, et donc elle désobéit au commandement royal. Créon commence par demander à Antigone si elle savait, si elle connaissait l'interdit. Le tyran est rusé, il tend une perche. L'édit a été proclamé tôt le matin, la jeune fille aurait pu ne pas l'entendre après tout. Il suffirait qu'elle dise ne pas l'avoir entendu, et tout rentrerait dans l'ordre avec de bonnes et solides et hypocrites excuses. Donc, en fait, Créon essaye de tendre une porte de sortie à Antigone et lui dit mais en fait, si ça se trouve, t'étais juste pas au courant que tu n'avais pas le droit de pleurer ton frère. Créon, je l'imagine par devers lui se dire la petite insensée apportée par le garde, elle voulait faire la maline, mais à peine va-t-elle entendre ma grosse voix qu'elle mesurera l'étendue de sa faute, la gravité de la menace, et se rétractera comme une enfant fautive. Non, je ne savais pas, cher oncle, désolé, si j'avais su, bien sûr. Or là, non, la réponse est cinglante. Si je connaissais l'interdit. Et comment faire autrement répond Antigone. Il était public, parfaitement clair. Créon réagit là comme un mâle blessé dans sa virilité, un chef haillon, donc un petit chef, inquiété dans son autorité. Il en a fait une affaire personnelle, il la ramène tout à lui. Tu as osé transgresser ma loi, mon décret, mon interdit. Tu savais pourtant, et tu as osé, petite insolente, inconsciente et bravache, me défier. Vient alors, dans la bouche d'Antigone, la réplique que citent en chœur les théoriciens de la désobéissance civile, une réponse en deux temps. Premièrement, dit Antigone, tes édits misérables, tes décrets pauvrement humains, politicards, opportunistes, rien ne les fonde, rien ne les autorise, ils ne s'ancrent dans aucune légitimité fondamentale. Donc, ça, c'est un élément de réponse. C'est pourquoi, qu'est-ce qui amène en fait une contestation de la légitimité du pouvoir et de la loi. Donc si on considère que la loi est illégitime, on pratique la désobéissance civile. Deuxièmement, ils vont à l'encontre de ces lois supérieures, ces lois non écrites éternelles dont fait partie l'obligation d'enterrer un mort, de donner sépulture à un frère, afin que son esprit soit accueilli dans le monde des morts. Et ça, c'est l'autre chose, c'est on désobéit à une loi pour respecter une autre. Elle désobéit à la loi du roi pour respecter la loi divine qui dit que chaque mort doit être enterré. Donc, lorsque un conflit entre deux lois, deux impératifs. Et du coup, ici, on peut dire que l'objectif, c'est respecter. On enfreint une loi pour en respecter une autre. Ce qui rejoint un peu, rappeler l'esprit des lois, réaffirmer leur fondement. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose, mais ça rejoint. Tu connaissais les interdits que j'avais dictés, et comment faire autrement, elles étaient assez claires. Zeus lui-même n'a jamais proclamé pour moi de pareil, et même la justice qui siège auprès des lieux d'en bas. De telles lois, ils n'ont pu les donner aux hommes en partage, et je ne saurais croire que tes édits à toi aient assez de puissance pour autoriser un mortel à outrepasser les lois non écrites et définitives des dieux, celles qui ne sont ni d'aujourd'hui ni d'hier, celles dont nul ne connaît l'origine. Aucune peur d'homme ne pourrait me contraindre à m'exposer à la justice des dieux pour les avoir violées, ces lois, mourir alors, et pourquoi pas. Donc ça, c'est vraiment l'idée que si jamais, donc Antigone dit, si jamais ta justice d'homme contredit la justice des dieux, eh bien je respecterai la justice des dieux. L'égalité contre légitimité. Le décret de Créon n'a jamais que la forme extérieure d'une loi, mais son contenu lui fait perdre tout prestige. Antigone est prisonnière. Soit elle obéit à Créon, ce qui l'oblige à trahir les devoirs familiaux, à souiller son âme et à insulter la mémoire de ses ancêtres, à s'exposer aux vengeances des dieux. Soit elle obéit aux règles sacrées, ce qui veut dire transgresser les ordres du nouveau roi, mépriser l'ordre public au risque de la souffrance et de la mort.
au risque de la souffrance et de la mort. Alors ça, c'est une information qui n'a pas été reprise dans le guide de correction, mais qui est très réelle. Quels sont ces inconvénients de ce risque d'action? On s'expose à des châtiments, parfois mortels. Donc, effectivement, la désobéissance civile, c'est une désobéissance, donc on peut se faire punir de prison, d'amende, ou se faire tuer dans certaines sociétés de quoi faut-il avoir peur? Du châtiment des hommes? De la vengeance des dieux? Antigone choisit de désobéir, mais cette désobéissance est l'envers d'une obéissance supérieure. Elle ne cesse de le répéter, j'obéis, je suis effectivement déférente, soumise, obligée, mais moi j'obéis aux lois éternelles de la famille, aux prescriptions sans mémoire. Ça, on l'a déjà dit. Voilà une première structure. Antigone ne désobéit pas par caprice ou par insolence, ni même par folie, par intérêt ou par calcul. Et Créon tente bien ici et là de la ramener à ses causes de révolte pour se rassurer. Et il pose nettement la question devant le cœur des citoyens assemblés. Dis-moi, est-elle folle ou bien cherche-t-elle secrètement à déstabiliser mon pouvoir? Pourtant non. Antigone ne fait qu'obéir, mais à des lois dont la légitimité éternelle surplombe les pauvres lois fragiles, transitoires des hommes. Créon est pris au piège des réponses de sa nièce. Mais après tout, pouvait-il faire autrement? Prise en flagrant délit, amenée par des gardes qu'on avait au départ suspectés du crime, et qui, en trouvant la coupable s'innocente publiquement, elle assume fièrement son crime. Créon ne peut que céder et l'envoyer mourir. Antigone, elle ne cède pas, elle est celle qui ne cède jamais. Ok, et là on n'a rien de nouveau, c'est une conclusion sur l'histoire, mais les éléments selon lesquels la désobéissance civile, c'est obéir à une loi, enfreindre une loi pour mieux respecter une autre, et se présente lorsqu'il y a un conflit entre deux lois et lorsque une loi est perçue comme non légitime. Ça, on l'a déjà noté. Ok, du coup voici notre tableau comparatif. Alors on va faire un petit test pour voir si on a oublié quelque chose, puisque bon, moi j'ai une certaine facilité, j'ai accès aux documents correctifs, et comme ça vous voyez un peu comment ça se présente. Donc ça c'est ce que votre professeur reçoit le jour de l'évaluation. C'est le correctif. Donc, parce que la situation va à l'encontre de la morale, de la conscience personnelle, avec à la fois l'idée que, par exemple, Soro désobéissait à l'État parce que l'État était esclavagiste, et Antigone. Donc ça, on l'a. Parce que les lois semblent injustes. Oui, ça on l'a aussi. On a les lois semblent illégitimes, injustes. Bon. Les autorités n'entendent pas, lorsque tout a été tenté, on l'avait aussi. Et s'inscrit dans une tradition de militantisme qui a déjà fait ses preuves, on l'avait aussi dans ces deux documents. Oui. Pour défendre une cause d'intérêt général, ouais. Pour alerter, interpeller, susciter le débat, ça on l'a plein de fois. Imposer un débat, un sujet dans le débat public, encourager le débat démocratique, sensibiliser les masses. Amener un changement. Avoir un impact sur la société. Ouais, elle était mentionnée ici, on l'a pas noté, mais on l'a celle-là, avoir un impact sur la société. Et réaffirmer le fondement des lois. Ça c'est rappeler l'esprit des lois, réaffirmer le fondement, et on peut même faire le lien avec Antigone, enfreindre une loi pour mieux respecter une autre. On utilise des moyens illégaux alors qu'il en existe des légaux. On l'a. Il existe des actions militantes légales. L'individu se substitue aux élus. Ça c'est ici. Désobéir à des lois votées démocratiquement conteste la démocratie. Recueillir des critiques ou même du rejet. Ça c'est provoquer du rejet de la part de la population. Et alors ça, je trouve la différence entre les deux ici est assez maigre, mais on l'a noté ici, rend le message inaudible pour une partie de la population. Comme je disais, dans le grille de correction, ils sont passés à côté de cette information-là qui me semble pourtant être un inconvénient majeur de la désobéissance civile, à savoir le fait que parfois on peut se faire, souvent même on peut se faire punir pour notre désobéissance et parfois même tuer. Ok, donc ça c'est, comme ça vous voyez un peu comment est-ce que le prof corrige, et donc en l'occurrence, vous devez en avoir, donc il y a les 10 éléments de réponse, et dans l'évaluation, où est-ce que ça se trouve? Comme ça vous voyez comment les points sont attribués. Voilà, vous devez avoir au moins 10 informations issues des 4 documents pour avoir 15 points sur 15, 8 à 9 pour 10, 6 à 7 pour 5, moins de 6 informations différentes, c'est 0 sur le critère de complétude de l'information. Ok.
Du coup, on va rédiger cette synthèse. Alors, on rappelle l'introduction, qu'est-ce qu'il faut mettre dedans? Il faut introduire la thématique, présenter les problématiques. Il faut annoncer la structure qu'on va aborder, qu'on va adopter, et présenter ses sources. Donc, la désobéissance civile est un sujet particulièrement présent dans notre société contemporaine et constitue depuis longtemps une méthode privilégiée par de nombreux groupes militants. Ou une méthode choisie par de nombreux groupes militants. Donc ça, c'est simplement une phrase qui dit en fait, c'est quoi la désobéissance civile? Enfin, pas c'est quoi, mais pourquoi est-ce que c'est intéressant d'en parler? En quoi est-ce que c'est un sujet pertinent? Il s'agit d'enfreindre les lois volontairement pour défendre une cause. Alors, là je donne une définition simple. L'objectif, c'est pas de donner toutes les subtilités, mais c'est simplement parce qu'on rappelle que la synthèse doit être compréhensible par des gens qui n'ont pas lu les documents et qui ne connaissent rien au sujet, et donc comme c'est un thème un peu complexe, on doit le définir. Alors, ensuite on a donc présenté les problématiques. Donc, au cours de cette synthèse, ou dans cette synthèse, je vais répondre aux 3 questions suivantes. Et là, le plus simple, c'est, entre guillemets, on les cite. Qu'est-ce qui amène des citoyens à avoir recours à la désobéissance civile? Quels objectifs poursuivent ils, elles? Quels sont les inconvénients? Alors ça, c'est une façon de faire. C'est pas la plus élégante. C'est la plus simple. On peut aussi faire, dans cette synthèse, je vais examiner les situations, les causes qui amènent cette désobéissance civile, les objectifs de ceux qui la pratiquent, et les risques auxquels ils s'exposent. Alors, je m'appuie sur les explications, sur les documents suivants. Et là, on a un exercice très simple, très méthodique. On va aller chercher à chaque fois. Donc, la désobéissance civile, des règles pour s'affranchir des lois. De Anne Chemin en 2022. Moi, je considère que titre, auteur, date, ça suffit. À voir avec votre prof, si votre prof demande également le journal dans lequel c'est paru, etc. Bon, ça dépend un peu. Les normes de référencement, il y en a plein, et chacun exige des choses un peu différentes, donc soyez cohérent avec votre professeur. L'action des deux activistes à l'encontre des tournesols s'inscrit dans une tradition de militantisme. Par Florence Fauché et Lucien Tabouret.
2022. Essayez de ne pas faire de faute aux sources, hein, parce que ça serait dommage. Désobéir de Frédéric Gros en 2017. Et j'ai fait le document 4 d'abord, dis donc. Le fond de la désobéissance civile, c'est de rappeler l'esprit des lois de Alain Le Chien. Attention, c'est pas Florence Tolkens. Hein. La personne interviewée n'est pas l'autrice du document, c'est bien l'auteur du document. C'est un piège c'est une faute qu'on fait souvent. Donc, la désobéissance civile, c'est rappeler des lois. Le fond de la désobéissance civile. Par Alain Le Chien 2021. En un mot ? En un mot. Alors. Ok, alors on peut faire. Elle est déjà longue cette introduction, elle fait déjà 127 mots. On pourrait faire un petit terminer en disant j'examinerai d'abord les causes, puis les objectifs, puis les risques. Mais en fait, on l'a déjà plus ou moins présenté dans ce temps-là. À voir si votre professeur demande une annonce du plan dans l'introduction, ça se fait, c'est pas obligatoire. La grille d'évaluation ne le demande pas, et ne l'évalue pas, donc on va être économe, puisque l'objectif c'est de tenir en moins de 450 mots. Bien. Du coup, ici, qu'est-ce qu'on a à dire ? C'est une méthode qui a historiquement fait ses preuves, ça c'est 1. L'action de l'État est perçue comme injuste et contraire aux valeurs de l'individu, ça s'inscrit entre les militantes, ok. Absence de réponse des dirigeants politiques, tous les autres moyens ont été tentés, ça et ça c'est un peu la même chose. Le pouvoir de comporte de façon injuste et on conteste la légitimité du pouvoir, et lorsqu'il y a un conflit entre deux lois, deux impératifs. Donc on a globalement 1. L'historique, hein, il y a une tradition. 2. L'action de l'État est perçue comme injuste. 3. Il n'y a pas de réponse, tous les moyens ont été tentés. Et 4. Il y a un conflit entre des valeurs personnelles ou des lois. Oui. Ok. Donc, tout d'abord, la désobéissance civile. Par quoi est-ce qu'on va commencer ? On va commencer... Quel est le plus logique ? Peut-être la dimension historique. Hein. Donc, la désobéissance civile est une pratique militante, historique qui a porté ses fruits dans de nombreux combats militants, dans de nombreuses luttes militantes, de nombreuses luttes au cours de l'histoire. Alors évidemment, on ne donne pas d'exemple, hein, il ne s'agit pas de parler de Gandhi ou des suffragettes ou que sais-je, parce que la synthèse ne porte pas d'exemple. Donc, les militants y ont recours lorsque les moyens d'action plus conventionnels et légaux n'ont pas fonctionné. Et dans l'absence de réponse des pouvoirs publics. Cette désobéissance, donc désobéir
aux lois permet à la fois de prendre une distance morale vis-à-vis d'une loi considérée comme injuste, mais aussi de souligner ça. Donc ça c'est vraiment ça, contraire aux valeurs de l'individu, mais aussi de contester sa légitimité. Ah, sauf que la formulation ici permet, ça donne déjà un peu l'impression qu'on est en train de répondre à la question 2. Donc ces deux questions se ressemblent. On va essayer d'être... Donc, les militants désobéissent aux lois qu'ils considèrent comme injustes et illégitimes et qui contreviennent à leurs valeurs personnelles. Contreviennent à leurs valeurs personnelles. Ouais. Je pense qu'on a tout dit. C'est parti. Du coup, ce faisant, les militants visent plusieurs objectifs. On est à combien ici? Ok. Visent plusieurs objectifs. Premièrement, la désobéissance civile est une interpellation politique visant à amener un changement. On désobéit à la loi pour changer la loi. On va peut-être mettre en gras ce qu'on a déjà, avoir un impact sur la société. Prendre à partie les responsables politiques. Ok. Ensuite, cependant, il s'agit aussi... cependant, les politiques ne sont pas les seuls interlocuteurs. La désobéissance civile vise également à dénoncer les injustices et à les placer et à placer la cause défendue au cœur du débat public. Ça, c'est tout l'aspect sensibiliser et dénoncer. Défendre une cause d'intérêt général, en fait, on l'a déjà dit, non? Un changement... On pourrait dire à déplacer une cause d'intérêt général au cœur du débat public. Dénoncer. Encourager le débat démocratique. Ok. Pour stimuler la vie démocratique et faire avancer la société. On a également donc par ailleurs la désobéissance civile permet, en contestant les lois, permet, lorsqu'une loi est perçue, permet, comment est-ce qu'on va formuler ça? Par ailleurs, lorsqu'une est perçue comme illégitime,
lui désobéir permet de réaffirmer le fondement et l'esprit que cette loi était censée incarner. Tac. Et alors, enfin, sur le plan personnel, la désobéissance civile permet de conserver une intégrité morale en gardant ses distances avec un système injuste, système perçu comme injuste. Et ça, c'est le dernier. Ok, on est à combien? Ouais, 310, il reste 1 plus la conjonction, celui-ci va assez vite, donc on est bon. Du coup, néanmoins, il ne faut pas perdre de vue les risques encourus par les militants y ayant recours. On pourrait faire une transition plus élégante que ça. Cependant, un militant contestant de cette façon la légitimité des lois fragilise en réalité, ou peut risque de fragiliser en réalité le fonctionnement démocratique, puisque la loi contestée est le produit d'une délibération représentative, on va dire. Ça, c'est la première chose. Et que le militant renonce, en désobéissant, à recourir aux moyens d'action légaux qui sont à sa disposition. Alors ensuite, on a la question du rejet et de l'incompréhension. De plus, son action risque de n'être pas comprise par le public qu'il cherche à sensibiliser, voire à susciter son rejet. Et à diviser au sein même. Ça, c'est une information qui n'est pas prise dans le guide de correction, mais que je trouve importante, à diviser au sein même du mouvement citoyen auquel il participe, auquel il appartient. Rejet, divisé, inaudible, rejet. Et alors il y a ça, l'information oubliée par les correcteurs. Enfin, toute désobéissance est susceptible d'entraîner un châtiment dont la sévérité peut varier considérablement jusqu'à l'exécution. Est-ce que ça, c'est pas un exemple dont la sévérité peut varier considérablement? Ok. Parfait. 400 mots. En conclusion,
La désobéissance civile est invoquée face à une situation injuste et désespérée. Ça, c'est pour l'idée de rien d'autre n'a fonctionné. A été invoqué face à des situations injustes et désespérées au cours de l'histoire. Donc là, on a l'idée de situation injuste, désespérée, donc rien d'autre n'a marché, au cours de l'histoire, donc tradition militante. Ça, c'est une phrase pour synthétiser le premier paragraphe. Elle vise à sensibiliser, changer le monde. Non, elle vise à sensibiliser, interpeller, changer le monde et protéger sa morale personnelle, protéger son intégrité. Elle expose au rejet, à l'incompréhension, à la mise en danger de la démocratie et à divers châtiments. Donc là, vous voyez vraiment, moi, ce que je vise dans une conclusion, c'est une phrase par paragraphe. Et on essaye de faire tenir chaque information entre 1 et 3 mots. Donc si on arrive à avoir une information qui tient en un seul mot, c'est bien. En 3 mots, c'est bien. Protéger son intégrité, 3 mots, etc. Et donc vraiment, c'est fusion de tout le paragraphe en une seule phrase avec chaque information devient un verbe et on fait une phrase un peu longue, un peu complexe comme ça. Cette synthèse, 452 mots, ça ne va pas du tout. Qu'est-ce qu'on va retirer? Il faut retirer 2 mots. On va retirer interpeller et à fragiliser la démocratie. Parfait. 447. Donc vous voyez que en fait, le risque, si on est vraiment complet, hein, c'est pas le minimum de 350, c'est le maximum de 450 et c'est normal. Le principe d'une synthèse, c'est de dire beaucoup de choses en peu de mots et donc n'essayez pas de gratter des mots, de faire du remplissage en vous disant dans un cours de français j'ai toujours du mal à atteindre la cible. Ici, il y a vraiment, si vous êtes complet, énormément de choses à dire. Si jamais vous n'avez pas toutes les informations, de toute façon, si vous n'avez pas un grand nombre d'informations à présenter, de toute façon, vous n'allez pas réussir puisque vous allez perdre tous les points dans la complétude des informations, ce qui représente beaucoup de points. Et donc, ayez dès le début vraiment ce regard sur compter régulièrement vos mots, ayez ce regard sur la place que chaque information prend, essayez d'être le plus synthétique possible. Je vais peut-être terminer cette vidéo en du coup jetant un coup d'œil à ceci. Donc vous voyez, ça c'est le correctif des professeurs. Et ensuite on a les consignes de correction. Ça c'est la grille que vous avez. Et en fait c'est assez intéressant. Donc là vous avez voilà. Là vous avez les critères réels de combien d'informations il faut à chaque fois pour avoir les points. Oui, un autre élément, et c'est peut-être aussi pour ça que c'est intéressant de... qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, la mise en réseau, donc ça c'est important. Le fait que dans vos paragraphes, les informations des différents documents doivent se mélanger, se combiner. Ici, la concision, donc formule brève, un lexique précis qui permet de dire beaucoup de choses en peu de mots, éviter les répétitions, éviter les périphrases, c'est-à-dire les phrases qui expliquent un concept avec beaucoup de mots, hein, donc c'est vraiment les regroupements des idées,
marque de subjectivité, tout ça a déjà été expliqué dans ma vidéo précédente, donc en fait, ça n'est pas très pertinent de revenir dessus. Ok. Eh bien, nous sommes actuellement le 1er juin, il reste un peu plus de 2 semaines avant que vous ayez à passer ces épreuves. J'espère que cette vidéo vous aura aidé et je vous souhaite une très bonne fin d'année scolaire et beaucoup de courage pour cette épreuve et les autres examens que vous aurez à passer. Bonne fin d'année à vous et bonne journée.